pour échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui s'impose avec acuité, comme vous l'avez dit, la gestion de la dette publique, à 3 niveaux principalement. D'abord au niveau des dirigeants, des décideurs, parce que la dette publique est un instrument qui leur permet, en tout cas, d'implémenter leur politique publique à travers les financements, mais également c'est un instrument qu'il faut manier avec délicatesse, parce qu'il y a des avantages, mais aussi il y a des risques à maîtriser. Ça interpelle aussi du point de vue de l'investisseur qui a souscrit, ou bien en tout cas qui a investi et qui cherche de la rentabilité et qui veut s'assurer de la capacité de l'État à faire face à ses engagements. Ça interpelle aussi les organismes sociaux, les chercheurs et les citoyens tout court, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de redevabilité et de transparence. C'est pourquoi c'est un sujet qui est très important. Et je voudrais, encore une fois de plus, vous remercier pour le choix de ce thème-là. En exploitant un peu les termes de référence qui ont été soumis, nous avons organisé en tout cas les échanges avec vous sur 3 axes, 3 thèmes. Le premier axe va porter un peu sur les fondamentaux, les définitions et également quelques concepts en matière de dette. Ensuite, le second axe va revenir sur les agrégats de la dette et l'évolution. Le coordinateur des JPS est revenu sur ça. Comment est-ce que l'encours a évolué, comment le service a évolué et les implications en termes de gestion budgétaire. Le troisième axe va porter sur les questions de soutenabilité de la dette, les questions liées à la stratégie d'endettement et également, en une conclusion, nous allons maintenant mettre le focus sur les perspectives parce que c'est important aujourd'hui, après que le diagnostic ait été fait, après que les autorités ont mis en place, en tout cas, des politiques économiques, comment toutes ces politiques-là devraient impacter la dette publique pour assurer, en tout cas à l'État, sa capacité à faire face à ses engagements. Donc aujourd'hui, ici, nous voulons parler un peu des questions liées à la dette publique, notamment en termes de définition. La dette, d'une manière globale, est considérée comme un engagement financier. C'est un engagement financier qui lie un investisseur et un débiteur, c'est-à-dire un agent qui a une capacité de financement et un agent qui a un besoin de financement. En d'autres termes, du point de vue économique, l'agent qui a une capacité de financement, c'est celui qui dégage une épargne. C'est la raison pour laquelle, assez souvent, les pays développés ou bien les fonds de pension qui génèrent un excédent, c'est eux qui investissent assez souvent dans nos pays. Donc, on parle de dette parce qu'il y a un flux financier et qui fait naître des droits et des obligations. Des droits dans la mesure où celui qui s'endette, l'État, a aujourd'hui la possibilité de réclamer les fonds auxquels il s'est déjà engagé. L'investisseur a des droits parce qu'il faut lui payer le principal, il faut payer les intérêts, il faut payer aussi le niveau des commissions. Et tout cela doit être contenu dans un document juridique qui est conclu d'accord parti entre les partenaires. Donc, ça nous permet déjà de voir que par rapport à quelques notions que nous connaissons comme les dons et les subventions, il y a une différence. Parce que quand on dit dons ou bien subventions, il y a un transfert monétaire, certes, mais il n'y a pas obligation de rembourser suivant l'échéancier. Pourquoi est-ce que nos États s'endettent? Assez souvent, l'implémentation des politiques économiques. Quand vous regardez aujourd'hui la loi de finances, vous constatez que le principal facteur explicateur de la dette, c'est le déficit budgétaire. Les États s'endettent parce qu'il y a un excédent des dépenses sur les recettes fiscales, sur les recettes d'une manière globale.
Ensuite, également, au-delà du déficit budgétaire, vous avez l'amortissement de la dette publique. Parce que quand vous vous endettez, c'est comme si l'amortissement que vous devez payer annuellement, vous devez lever des financements pour pouvoir rembourser cette dette-là. Également, au-delà de l'amortissement de la dette publique, vous avez ce qu'on appelle les opérations de trésorerie. Parce que vous pouvez avoir un budget qui est équilibré. Mais en raison du décalage qui existe entre les recettes, l'encaissement des recettes, parce que vous savez tous que l'encaissement des recettes, ça suit des échéanciers. Si vous avez la TVA, c'est le 15 du mois, les acomptes provisionnels, etc. Alors que le rythme des dépenses est continu. Chaque jour, les services font des dépenses. Donc, s'il y a un décalage entre les recettes et les dépenses, l'État peut être amené à intervenir sur le marché pour trouver des ressources pour faire face à ces dépenses, sachant que si les revenus rentrent, l'État pourra payer. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les opérations de trésorerie qui ne font pas partie, en tout cas, des opérations budgétaires au sens propre de la loi des finances. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la dette rétrocédée. Vous savez, nous avons un État organisé avec des entités du secteur parapublic. Vous avez l'ADER, vous avez la SOMISEN, vous avez Sénélec, vous avez AGEROUTE, qui poursuivent des missions de service public. Aujourd'hui, l'État a donné l'option à l'AGEROUTE, par exemple, de construire des routes. Donc, c'est l'État qui doit trouver les ressources pour pouvoir faire face aux besoins de l'AGEROUTE. Et en ce cas-là, l'État peut s'endetter et rétrocéder les fonds à l'AGEROUTE. Parce que l'AGEROUTE peut ne pas avoir la signature nécessaire pour s'endetter, ou bien si l'AGEROUTE s'endettait, l'AGEROUTE pourrait s'endetter à des conditions très onéreuses. Donc, pour éviter cela, l'État peut s'endetter et rétrocéder les fonds à l'AGEROUTE. Donc, les principaux facteurs qui expliquent la dette sont le déficit budgétaire, l'amortissement de la dette, les opérations de trésorerie. Du point de vue économique, pour quitter un peu le point de vue budgétaire, l'État peut s'endetter pour faire face à des investissements massifs. Ça, je l'ai dit, parce que quand vous prenez les recettes moins les dépenses, assez souvent, vos recettes vont vous permettre de faire face aux dépenses de fonctionnement, mais il résulte un déficit d'investissement qu'il faut aller chercher pour se financer. Quand on parle aussi de la dette publique, il est important qu'on s'accorde. Le coordinateur de la GPS l'a dit tout de suite. La dette publique au sens large, c'est la dette de l'administration centrale, c'est-à-dire la dette qui est contractée par le gouvernement central. C'est la dette des entités du secteur parapublic et c'est la dette aussi des collectivités territoriales. Et même vous verrez dans certains pays, on peut même parler des organismes, la Caisse de sécurité sociale, l'IPRES. C'est tout cet endettement-là qui constitue la dette publique. Le Sénégal, dans une optique, en tout cas de transparence, nous avons pris l'option d'élargir le champ de la dette. Donc on ne parle pas seulement de la dette de l'administration centrale, mais on parle de la dette du secteur public. Ça, c'est important et je reviendrai sur les chiffres par rapport aux agrégats qui sont notés à ce niveau-là. Donc toute dette qui est contractée par l'État, administration centrale, les entités du secteur parapublic ou bien les côtés territoriaux, c'est une dette publique. Une dette aussi peut être contractée par un privé. Ça, c'est une dette privée. Mais si l'État garantit le privé, par exemple, le privé peut avoir en tout cas l'option de mettre en place un projet qui est important pour l'État. Si l'État garantit, ça devient de la dette publique. Parce que si le privé est en défaut, l'État va venir pour se subréger à ce privé-là, et ce qu'on appelle la dette garantie. Au-delà de cette dette garantie, vous entendez aussi parler de la dette rétrocédée. J'en ai déjà parlé à Sénélec, à Laser, à AGEROUTE, etc. Donc, il est important aussi de pouvoir faire la différence entre ces différents types d'endettement. Alors, quelles sont les composantes de la dette? Assez souvent, vous entendez parler de la dette intérieure et de la dette extérieure. Quel est le critère fondamental en matière de répartition de ces deux types de dettes?
En économie, ou bien quand vous regardez le manuel sur les statistiques de dette extérieure, le critère de résidence est important. La résidence, c'est quand vous exercez une activité économique pendant au moins 1 an sur le territoire économique. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises qui sont au Sénégal, qui exercent une activité économique pendant 1 an, sont considérées comme résidentes au Sénégal. Les entités sénégalaises qui sont au Gabon, en France, etc., qui exercent là-bas pendant 1 an sont résidentes en France. Par contre, quand vous exercez une activité pendant 6 mois, vous n'êtes pas considéré comme résident. Vous êtes considéré comme résident de votre pays d'origine. Il faut que l'activité économique soit ininterrompue pendant 1 an. C'est important. Donc, toute dette qui est contractée par une entité résidente vis-à-vis d'une entité non résidente, c'est ce qu'on appelle d'une manière classique la dette extérieure. Maintenant, toute dette qui est contractée vis-à-vis d'une entité résidente, c'est une dette intérieure. Cependant, je dois préciser, parce que vous savez, il faut contextualiser cette définition-là par rapport au cadre de l'UEMOA. Vous savez, nous sommes dans un marché de l'UEMOA. C'est pourquoi le critère de la résidence n'est plus opérant. Mais nous utilisons le critère de la monnaie. Parce que nous avons un marché commun. C'est-à-dire quand on parle du marché de l'UEMOA, on ne parle plus du marché sénégalais, du marché malien, ivoirien. Mais on parle du marché de l'UEMOA. Donc toute dette, et comme nous avons en commun le franc CFA, toute dette qui est contractée en franc CFA, fut-elle donnée même par une entité donc malienne ou bien une entité hors zone, c'est une dette intérieure. On le considère comme une dette intérieure. Toute dette qui est contractée en devise, une devise, c'est une monnaie autre que la monnaie nationale, est considérée comme une dette extérieure. Pour vraiment pouvoir classifier et différencier les différentes dettes entre dette extérieure et dette intérieure. Critères résidence, ça c'est ce que vous allez lire dans les manuels que vous allez étudier à l'université. Mais il faut contextualiser le contexte de l'UEMOA. C'est pourquoi, quand certains observateurs disent que non, le Sénégal est en train de lever des ressources, c'est quelques banques maliennes ou bien ivoiriennes qui souscrivent, ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes dans un marché commun. Et c'est même important que la dette sénégalaise soit achetée par des banques qui sont ivoiriennes, maliennes, parce que ça montre que le Sénégal a en tout cas une bonne notation vis-à-vis de ces partenaires-là qui sont hors territoire national. Et quand on cherche à approfondir le marché intérieur, c'est important que des ressources proviennent même d'autres pays et qui viennent acheter le papier du Sénégal. Donc ça, c'est un non-sens, ce n'est pas un débat qui est véritablement important. Nous sommes dans un marché commun. Également aussi, il est important de faire un distinguo. Quand on parle de la dette financière, il faut le distinguer avec ce qu'on appelle la dette résultant de l'exécution budgétaire. Parce qu'assez souvent, j'entends parler des gens, non, l'État est très endetté, le secteur privé, etc. Il faut faire la différence. Vous avez ce qu'on appelle la dette financière, c'est une dette contractuelle, c'est-à-dire qui relève d'une convention de financement qui est contractée entre l'État, suivant des caractéristiques, où vous avez le montant, vous avez le taux d'intérêt, vous avez la maturité, la période de grâce. Ça, c'est une dette financière qui est intégrée dans la base de données. Par contre, l'État aussi, dans le cadre de l'exécution budgétaire, est amené à donner des marchés. Donc, une entité peut gagner un marché qui effectue les travaux. Là, on est dans le cadre de la procédure classique. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, ça arrive au Trésor. Ça peut arriver au Trésor pour des questions de contraintes de trésorerie. Le fournisseur n'est pas payé. Mais pour autant, on n'est pas encore dans le cadre de la dette financière. C'est ce qu'on appelle la dette résultant de l'exécution budgétaire ou bien la dette flottante. Évidemment, et vous le verrez, le gouvernement, pour pouvoir soutenir le secteur privé, et là on l'a vu notamment avec la LFR 2025 et même la LFI, a inscrit 500 milliards l'année dernière pour apurer les arriérés. Donc, une dette fournisseur ou bien une dette liée au secteur privé peut être maintenant titrisée pour être transformée en une dette financière. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Et à partir de ce moment-là, nous l'intégrons dans notre base de données et on ne fait plus aucune distinction entre cette dette-là et la dette qui était là et à l'échéance, on est obligé de payer. Donc il est important aussi qu'on fasse cette classification. Une dette fournisseur, tant que ce n'est pas titrisé,
n'est pas encore une dette financière au sens donc classique du terme. Donc, on a discuté un peu du marché de la dette extérieure. Maintenant, on va parler du marché intérieur, comme je l'ai dit, du marché de l'UEMOA. Vous savez, pendant longtemps, la dette du marché intérieur n'était pas développée. Pourquoi? Parce que nos économies ont toujours bénéficié de ce qu'on appelle les avances statutaires. C'est-à-dire la Banque centrale, donc chaque année, et en début d'année, comme l'État n'a pas encore commencé à recouvrir les recettes fiscales, faisait ce qu'on appelle des avances, qui étaient de 35%, qui sont liées aux recettes fiscales que vous avez recouvrées l'année dernière. Donc, ce qui fait que les États n'avaient pas, en tout cas, la volonté d'aller sur le marché. Et ça a continué jusqu'à 2000. Mais vous savez, ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle la création monétaire. À partir des années 2000, on a supprimé les avances statutaires. Et on a dit que tout pays qui veut maintenant s'endetter n'a qu'à aller sur le marché intérieur. Et c'est là où on a commencé à avoir un développement du marché intérieur à travers les instruments que nous appelons les bons du Trésor ou bien les obligations du Trésor. Mais là, je dois préciser aussi, nous avons deux compartiments sur le marché intérieur. Le marché des titres publics par adjudication avec l'UEMOA, c'est ce que vous voyez. Pratiquement tous les 15 jours, vous voyez, l'État intervient sur le marché monétaire. Vous avez aussi le marché financier régional, c'est les appels publics à l'épargne que nous levons. Mais ces deux compartiments-là sont sur le marché intérieur. Il est important aussi de le dire. Les bons du Trésor, c'est des instruments de très court terme ou bien de court terme, de 7 jours jusqu'à 2 ans. Et ça, comme je l'ai dit, ça peut permettre de gérer un peu de la trésorerie. Et les obligations du Trésor, maintenant, vous avez 3 ans, jusqu'à 7 ans, jusqu'à même 10 ans, pour lever des ressources importantes et pour financer vos investissements. Et le marché appel public à l'épargne permet, au-delà de la diversification des instruments, de tirer des ressources qui sont relativement longues. Parce que vous avez les fonds de pension, vous avez les compagnies d'assurance qui vont venir, et vous avez même les personnes physiques résidentes hors zone qui vont vous souscrire. Donc, ça, c'est important de pouvoir distinguer les différents, en tout cas, comportements du marché intérieur et pourquoi ce marché intérieur est important pour être développé. Parce que quand vous êtes sur le marché intérieur, comme je l'ai dit, vous levez des ressources en francs CFA. Donc, à votre monnaie, il n'y a pas de risque de change. Ce qui fait que vous maîtrisez plus ou moins votre endettement. Mais nous allons revenir sur ces notions quand on va parler de la dette, de la soutenabilité. En ce qui concerne la dette extérieure, comme je l'ai dit, on peut définir la dette extérieure suivant du point de vue du débiteur. Le débiteur, c'est qui? C'est l'État, c'est les entités du secteur parapublic, c'est les côtés territoriaux. Du point de vue des créanciers, selon la durée, les thèmes financiers ou selon le type de financement. Et quand on parle de cette dette extérieure-là, il est important aussi de voir que par rapport au programme que nous avions avec les partenaires, nous avons ce qu'on appelle la notion de concessionnalité. C'est important. Pourquoi on parle de dette concessionnelle? La dette concessionnelle, c'est une dette qui est donnée à des conditions très favorables, comparativement aux conditions du marché. Et le niveau de concessionnalité est déterminé par ce qu'on appelle l'élément don. L'élément don étant le différentiel entre la valeur nominale et la valeur actuelle, et qui est comparé à une norme de 35%. Si vous avez un élément don qui est inférieur à 35%, vous avez une dette concessionnelle. Si c'est compris entre 15 et 35, vous avez une dette semi-concessionnelle. Si c'est inférieur, vous avez une dette qui est commerciale. Et c'est comme si le partenaire vous donnait un don comparativement au marché. Et ça, c'est dans le cadre des coopérations, notamment avec les prêts multilatéraux, qui nous lient par exemple le Sénégal avec certains partenaires comme le FMI, Banque mondiale, qui sont des multilatérales. Les prêts bilatéraux, c'est-à-dire gouvernement à gouvernement, comme l'AFD qui donne un financement à l'État, ou bien vous avez donc la Chine, la Corée, mais c'est bilatéral État à État.
Nous avons aussi ce qu'on appelle les crédits à l'exportation, qui se sont développés ces dernières années. Et les crédits à l'exportation, ça permet de financer très rapidement des investissements. Quand vous regardez que ça soit Ila Touba, que ce soit les autoroutes, tout ça c'est sous forme de crédit à l'exportation, notamment avec Exim Chine. Et là, le partenaire qui vous donne le financement, il finance 85% du contrat, mais vous êtes obligé d'exporter, c'est-à-dire les biens qui vont en tout cas être utilisés pour la réalisation des projets vont être exportés de ces pays-là. Donc c'est ce qu'on appelle les crédits à l'exportation. Au-delà de ces crédits à l'exportation aussi, vous avez ce qu'on appelle les prêts directs banque à banque ou bien ce qu'on appelle les eurobonds. Vous savez, pendant longtemps, on est intervenu sur le marché financier international en levant des eurobonds qui vous permettent de mobiliser des ressources assez importantes à des conditions, certes, qui peuvent être très chères en fonction des conditions du marché, mais avec des maturités relativement longues. Donc, si nous considérons maintenant selon les types de financement, vous entendez parler un peu des pré-projets. Les pré-projets, c'est des financements qui sont adossés à des projets déjà identifiés qui sont dans la loi de finances. Donc, les financements ne peuvent pas être utilisés que pour la réalisation de ces projets. Et c'est des financements qui sont déjà négociés, stabilisés et qui sont gérés par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pré-projets. Les emprunts programmes, quand on parle d'emprunts programmes, c'est des ressources qui sont données aux États, mais qui vont venir suivre la procédure nationale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas adossés forcément à la réalisation d'un projet spécifique. Donc, en ce qui concerne le second axe, après les aspects de concept, nous devons noter quand même qu'en termes d'agrégats, comme le coordinateur l'a dit, donc il faut noter qu'à la suite de l'audit du rapport de la Cour des comptes et même du rapport Mazars et des réconciliations que nous avons eu à faire avec les partenaires, l'encours de la dette publique a été relativement révisé. Donc on est passé de 2019 jusqu'à 2024, comme il l'a dit, où l'encours a atteint l'administration centrale 23 667, soit 119%. Et cet encours-là, il faut dire que c'est sans intégrer les entités du secteur parapublic. Quand vous intégrez les entités du secteur public qui représentent à peu près 8 à 9%, vous êtes à 128, 129% du PIB qui constitue aujourd'hui l'encours du secteur public global de l'État. Et cet encours-là, en termes de répartition, vous avez la dette extérieure qui est toujours dominante, avec 73% de cet encours-là, et la dette intérieure qui représente 27%. En ce qui concerne la dette extérieure, il faut dire que cette dette extérieure est dominée par les prêts multilatéraux, comme je l'ai dit, bilatéraux, parce que le Sénégal a une longue tradition de partenariat qui représente 40%, mais la dette commerciale a pris récemment de la valeur en atteignant 30%. Et il faut dire que les risques sont très élevés, peuvent être élevés parce que nous avons une dette qui est libellée en dollars pour à peu près 40%, mais avec l'euro qui représente 28% qui permet un peu de mitiger. Mais ça veut dire que déjà, au niveau de la dette extérieure, il y a un risque qu'il faut gérer, c'est le risque de change. Au niveau de la dette intérieure, nous avons une domination un peu des obligations du Trésor qui représentent plus de 58%. Nous avons les bons du Trésor qui représentent 8% et les autres emprunts, c'est-à-dire les prêts directs qui représentent 34% de l'encours de la dette. Et en 2019, comme je l'ai dit, l'encours de la dette était de 10 403 milliards, l'administration centrale, donc qui a fortement progressé pour atteindre 23 000 milliards 666,6 milliards en 2024. Donc, ça c'est l'évolution un peu de l'encours de la dette publique. En ce qui concerne le service de la dette publique, il est important de rappeler qu'en 2024, le service global, en ce qui concerne le principal, sur la dette était de 1545,8 milliards et
l'intérieur, nous avions 932,4 milliards. En 2025, quand vous considérez la LFR qui a été donc révisée récemment, vous verrez que en ce qui concerne donc la LFR2, l'encours qui tourne autour de le service de la dette, 5 400 et quelques milliards, mais ce qu'il faut toujours noter, c'est surtout les intérêts. Vous verrez que les intérêts représentent 1057 milliards. Et quand vous prenez la LFI de 2026, où vous avez un besoin global aujourd'hui de 6 075 milliards à lever sur le financement avec un déficit à peu près de 1245, l'amortissement, comme il l'a dit, de 4 307, les opérations, l'appurement de quelques retards avec 300 milliards, les rétrocessions de 172 milliards, vous verrez que le niveau des intérêts est de 1190 milliards. Mais déjà, l'État a fait un effort en quittant 2024 à 2025. Parce que quand vous regardez en termes de pourcentage, les intérêts sur les recettes représentaient à peu près 23% en 2025 et ça a été réduit à 20% déjà dans la LFI de 2026. Mais quand même, c'est un poids qui est là, auquel les nouvelles autorités, en tout cas, font un effort pour pouvoir honorer ce service de la dette et préserver la crédibilité et la soutenabilité de la dette. Et ça permet un peu d'embrayer sur un sujet qui concerne la soutenabilité et ce qu'on appelle la stratégie de dette publique. Quand on parle de soutenabilité de la dette publique, on essaie de voir, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au cadrage macroéconomique que vous avez, vous pouvez faire face à vos engagements sans recourir à des mesures d'ajustement onéreuses. Donc, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette publique. Et cette soutenabilité de la dette publique est basée sur un calcul de certains indicateurs. D'abord, le pays est noté avec ce qu'on appelle le CPA, qui note les politiques économiques, mais aussi qui note la stabilité institutionnelle et la bonne gouvernance. Donc, aujourd'hui, si vous avez une qualité de politique économique, notamment quand vous avez une bonne croissance économique, quand vous avez un déficit budgétaire assez maîtrisé, on vous donne une note. Et quand vous avez une stabilité de vos institutions et de la gouvernance, on vous donne une note. Pour le Sénégal, on a une note qui est supérieure à 3,75%. Ce qui fait que les ratios que vous allez déterminer à partir de la valeur actuelle de la dette sur le PIB, valeur actuelle de la dette sur les exportations, ça c'est ce qu'on appelle les ratios de soutenabilité de la dette. Pourquoi on utilise la valeur actuelle? Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit que l'encours de la dette, c'est 23 000 milliards, mais cet encours-là, il faut le payer sur plusieurs années. Et on sait qu'un franc CFA aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un franc dans 10 ans, dans 5 ans. Donc on prend le service global de la dette qu'on ramène à la valeur aujourd'hui pour pouvoir voir comment ça va impacter un peu la viabilité de la dette. Et ces deux ratios de viabilité de la dette, ensuite vous avez les ratios de liquidité, le service de la dette sur les exportations et le service de la dette sur les recettes. Pour le Sénégal, les seuils, la valeur actuelle sur le PIB, c'est 50. C'est-à-dire quand vous dépassez 50, ça commence à poser problème. La valeur actuelle sur les exportations, c'est 240. Quand vous dépassez, ça pose problème. Le service de la dette sur les exportations, c'est 21. Et le service de la dette sur les recettes, c'est 23. Donc, ces ratios-là sont calculés. On va voir comment ça va impacter maintenant, surtout durant les 10 ans, le profil de viabilité de la dette, publique. Cette analyse de viabilité de la dette aujourd'hui est effectuée et je reviendrai peut-être en posant un peu sur les perspectives, les résultats et comment est-ce que l'État compte monitorer cela. Mais avant de venir sur les perspectives, je voudrais embrayer aujourd'hui sur la stratégie de dette à moyen terme. La stratégie de dette à moyen terme est basée
un peu sur une analyse beaucoup plus court-termiste, c'est-à-dire de 2026 à 2028. Et l'objectif un peu de cette stratégie d'endettement, c'est de réduire la part de la dette extérieure pour limiter ce qu'on appelle les vulnérabilités. J'ai tantôt parlé des risques de change. Mais également, c'est d'assurer une répartition un peu équitable de la part dette extérieure, dette intérieure autour de 50%, et de contribuer aussi également à l'approfondissement du marché intérieur. Vous savez, il y a un volet important dans le cadre aujourd'hui du programme des nouvelles autorités qui vise à l'approfondissement du marché intérieur et qui est conforme aujourd'hui à la stratégie d'endettement. Donc, la priorité est donnée au marché intérieur. C'est pourquoi, quand vous voyez, depuis 2025-2027, l'État intervient assez souvent sur le marché intérieur pour des montants avoisinant 4 000 milliards de francs CFA. Et ça permet, en tout cas, d'avoir des ressources à des conditions maîtrisées parce que vous n'avez pas de risque de change, mais aussi vous participez à l'approfondissement et au développement, à la culture financière de votre économie. Et ça donne, et ça réduit le risque de change pour pouvoir, en tout cas, faire face à des chocs extérieurs. Donc, cette stratégie-là va être poursuivie. Nous avons aussi la question de la rationalisation des dépenses, et j'y reviendrai sur ça. Mais avant cela, il y a une notion importante, c'est ce qu'on appelle la gestion active de la dette. Parce que, quand vous regardez, après tout, juste l'audit de la Cour des comptes, vous avez vu, l'encours de la dette a été augmenté. De même que, évidemment, tout ce qui concerne sur la dette extérieure et sur la dette intérieure. Donc, un problème pourrait se poser. Comment est-ce que l'État va faire pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces engagements? Nous avons réfléchi sur une stratégie qui concernait à faire de la gestion active sur le marché intérieur. Parce que quand vous devez de l'argent aux banques, à un certain moment, les banques sont obligées de provisionner et de ne plus pouvoir accéder au guichet de refinancement de la Banque centrale et ne peut plus financer l'économie. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que sur le marché intérieur, à travers les appels publics à l'épargne, nous allons accompagner les banques pour leur permettre de titriser la dette que l'État leur doit. Et ça leur permet de leur donner des titres publics et ils pourront aller au refinancement des guichets de la Banque centrale, se refinancer, avoir de la liquidité et continuer à financer l'économie. C'est important. C'est pourquoi quand nous faisons les appels publics à l'épargne, il y a toujours un volet gestion active de la dette qui est pour accompagner le secteur privé, pour accompagner le système bancaire, sans pour autant compromettre quand même la mobilisation de cash, de new money pour exécuter les dépenses de l'État. Donc ça, c'est une stratégie qui a été mise en œuvre et qui va être, en tout cas, continuée pour les années, en tout cas, à venir. Il y a le renforcement de la transparence. Ça, c'est un point qui est important, surtout avec les nouvelles autorités. Donc, une politique de communication et une politique de publication des informations financières va être aussi déployée pour pouvoir donner l'information à l'ensemble des partenaires, mais aussi à l'ensemble des acteurs de la vie économique. En termes de perspective, il faut voir maintenant comment l'orientation des nouvelles autorités va impacter la gestion de la dette. Parce que quand vous avez fait le diagnostic, quand vous avez constaté des difficultés, etc., il faut maintenant mettre en œuvre des politiques qui peuvent, en tout cas, juguler les risques auxquels vous êtes confrontés. Et le coordinateur du JPS l'a rappelé, avec aujourd'hui la vision Sénégal 2050, notamment une économie compétitive, le capital humain, l'aménagement et la bonne gouvernance, qui est phasé avec le master plan et le plan quinquennal. Aujourd'hui, quand vous regardez les indicateurs macroéconomiques, on peut dire qu'on aura un cadrage macroéconomique qui est stabilisé. C'est important en matière de gestion de la dette. Stabilisé pourquoi? Parce que dans le cadrage macroéconomique, vous avez les 4 secteurs. Vous avez le secteur réel. Déjà, quand vous voyez, aujourd'hui, la croissance économique est attendue à des niveaux relativement importants pour 2026. Pour 2025, déjà,
à un niveau qui est autour de 7 et quelques %. En 2026, la croissance va être maintenue. Et sur le moyen terme, on aura au moins une croissance de 5% à la faveur de l'implémentation des politiques économiques qui sont actuelles aujourd'hui. Vous savez, l'exploitation des hydrocarbures a fortement impacté notamment même la croissance de 2025, autour de 8%, comme je viens de le dire. Et cette exploitation des hydrocarbures va être poursuivie, notamment avec le projet réseau gazier du Sénégal qui va démarrer. Ça va nous donner une croissance assez soutenue. Quand vous venez au niveau des finances publiques, le secteur réel, le secteur des finances publiques, à moyen terme, nous avons ce qu'on appelle la consolidation budgétaire. Après l'audit de la Cour des comptes, le déficit budgétaire était de 13%, 12 à 13%. Nous avons déjà pu réaliser un déficit qui va être moins de 7-8% en 2025. Ça, c'est déjà réalisé. Vous avez vu déjà l'effort que les autorités ont fait en quittant 12%, 13% à moins de 7,8%. En 2026, le déficit va être de 5,37%. Et en 2027, on aura la consolidation budgétaire à 3%. Ceci à la faveur du PRES qui a été développé récemment par les nouvelles autorités avec ces deux volants. Vous avez le volant des recettes. Déjà dans la LFI, le PRES a impacté de plus de 740 milliards pour 2026. Au niveau des dépenses aussi, des efforts sont en train d'être mis en œuvre. Aujourd'hui, parce qu'on peut se dire que vous êtes en train de faire de la rationalisation, est-ce que vous contraignez, vous réduisez les dépenses et ça peut avoir un impact social négatif? Non, non, non. Ici, ce que les autorités ont fait, c'est ce qu'on appelle de la rationalisation. Et ils ont réorienté les investissements qui étaient devenus presque improductifs. Ça, c'est un aspect qui est important. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les évaluations ex-ante qui sont effectivement aujourd'hui mises en œuvre. Tous les projets sont évalués. Et tous les projets font l'objet d'une prévision au niveau de la loi de finances en AE et en CP. Et ça permet de ne plus tomber sur ce qu'on a, en tout cas assisté de par le passé, de pouvoir exécuter des projets qui étaient hors cadrage. Donc tous les projets sont rapatriés au niveau du cadrage et les projets ne peuvent pas être financés quand vous n'avez pas en AE et en CP. Ça, c'est un aspect important. Donc l'implémentation de ces projets va avoir un impact aussi sur la croissance économique. Et quand vous venez au niveau du secteur de la branche des paiements, vous verrez qu'aujourd'hui, à la faveur de l'exploitation des hydrocarbures, à la faveur de la mise en place de certains projets, notamment le grand transfert d'eau, notamment aujourd'hui les agropoles, donc les exportations vont être boostées. Et déjà en projection, vous voyez que le solde courant est maîtrisé. Et ça va faire de telle sorte que le déficit de la branche commerciale, le déficit du compte courant va être réduit. Et ça va avoir un impact aussi sur la situation monétaire en consolidant les avoirs extérieurs nets et qui va permettre à la Banque centrale de pouvoir continuer de mettre en place une politique monétaire pour accompagner le financement des économies. Donc, avec toutes ces politiques-là qui sont en train d'être implémentées, aujourd'hui, vous verrez que, en termes de viabilité de la dette, nous projetons une inflexion de l'encours de la dette, c'est-à-dire le ratio encours de la dette va baisser. Et dans les années à venir, l'État du Sénégal devrait en tout cas renforcer sa soutenabilité de la dette. Aujourd'hui déjà, la dette est soutenable, mais va être renforcée surtout avec les projections que je viens de dire et qui vont impacter les différents en tout cas, scénarios et les différents seuils qu'on a déjà identifiés dans le cadre de l'analyse de viabilité de la dette publique. Ça, c'est en termes de politique économique. Mais en termes de réformes, parce que c'est important, il faut, au-delà des politiques économiques, il faut les arrimer à ce qu'on appelle des réformes. Les réformes qui concernent aujourd'hui la gestion de la dette publique, il y a une réforme importante, c'est la redynamisation du CNDP. Aujourd'hui, je vois ici beaucoup de DG, donc d'entités du secteur parapublic. Ils ne peuvent plus s'endetter sans passer par le CNDP. Et ça, c'est important et c'est des débats qui sont très, en tout cas intéressants, avec des challenges. Donc, tous les projets qui sont financés, si le montant est supérieur à 2 000 milliards, obligatoirement, doivent passer par le CNDP.
Et le CNDP doit donner son avis. Et nous, on donne notre avis en regardant l'arrimage du projet par rapport aux orientations des autorités, la vision 2050, premier aspect. On regarde aussi, est-ce que le projet est rentable du point de vue économique et du point de vue financier? Est-ce que le projet peut générer des ressources ou bien peut contribuer, en tout cas, à la génération de ressources pour pouvoir permettre le remboursement de la dette publique? Ce qui fait que, aujourd'hui, avec ce CNDP-là qui a été redynamisé, ça permet à l'État d'avoir une vision assez holistique sur les engagements globalement, sur comment il faut les phaser, parce qu'il n'est pas aussi important ou bien n'est pas nécessaire de lever des ressources, alors qu'en termes de rythme d'exécution budgétaire, vous ne pouvez pas assurer ces rythmes-là. Donc il faut phaser le décaissement avec la progression des projets pour pouvoir s'assurer que les projets vont impacter sur l'économie. Donc avec toute cette politique-là qui est en train d'être mise en œuvre, l'État devrait normalement retrouver un sentier, en tout cas de croissance, et un sentier de stabilité dans le court moyen terme. Et ceci va permettre de réduire les coûts d'endettement, c'est important, et de renforcer la notation financière de l'État. Aujourd'hui, nous sommes notés, vous entendez parler de ça, nous sommes notés par Moody's, par S&P, etc., donc qui jugent la capacité d'absorption. Donc quand vous réduisez votre taux d'endettement, quand vous améliorez la soutenabilité de la dette, et quand vous réduisez les coûts, votre notation va baisser. Et du coup, ça va vous donner beaucoup plus de marge à pouvoir faire face à vos engagements financiers. Donc, chers invités, en tout cas, chers partenaires, chers collègues, ce que je peux dire, aujourd'hui, la gestion de la dette est assez difficile, assez contraignante, mais quand même, les autorités ont une vision très claire que nous sommes en train aujourd'hui d'implémenter pour pouvoir permettre à l'État de continuer à respecter ses engagements financiers et de pouvoir, en tout cas, réaliser des investissements qui auront un fort impact dans la vie des Sénégalais et des Sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Alioune Diouf, pour cette communication particulièrement enrichissante et pleine d'enseignements. Sans plus tarder, nous allons passer au prochain panéliste, le professeur Mounirou Ndiaye, pour sa communication. Merci.